La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ces forces turques qui pilonnent les Kurdes syriens de l'autre côté de la frontière, et ce pour la troisième journée consécutive dans le nord d'Alep précisément. Une intervention, on va en parler dans un instant, qui crispe les relations entre la Turquie et la Russie, mais pas seulement. Michel Goya, quand même, la question qu'on peut se poser ce soir, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce terrain syrien. Il y a évidemment les forces syriennes, il y a tous ces groupes terroristes, et puis il y a les parrains, des parrains qui interviennent maintenant. C'est la Russie, c'est l'Iran qui est sur le terrain. Et puis maintenant, c'est la Turquie, même si Ali Onaner nous dit ce soir qu'il n'y aura pas d'intervention au sol. Cette Turquie, elle attaque quand même militairement. Elle entre en tout cas dans le jeu militaire. Est-ce qu'il y a un risque de conflit généralisé ? Non, je ne crois pas. Il y a beaucoup d'acteurs depuis le début de ce conflit qui sont présents. Et ça en fait encore un de plus, hein. Oui, enfin, il y a déjà eu des accrochages. Je rappelle qu'en juin 2012, un avion turc avait été abattu par l'armée syrienne, que les forces turques sont également intervenues l'an dernier, le long de la... Non pas au moment où les Kurdes, enfin, YD et les forces kurdes étaient en difficulté, mais au contraire, au moment où ces forces kurdes ont repris le dessus sur l'État islamique, c'est à ce moment-là qu'effectivement que la Turquie a décidé d'entrer en guerre contre l'État islamique et d'accepter que des frappes puissent venir depuis les bases, les frappes de la coalition puissent venir depuis les bases turques. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des frictions. Très probablement, on en restera à ce niveau, au niveau des avertissements, de la démonstration de force. On sent quand même, les mots sont quand même très forts. Le ton monte, en tout cas, entre la Russie et la Turquie. On rappelle quand même qu'il y a un avion russe qui avait été abattu par les Turcs. C'était en novembre dernier. Est-ce que là, il y a un risque d'escalade ? Maintenant, il y a un risque effectivement supplémentaire d'avoir une confrontation directe entre des forces turques et russes. Ah oui, confrontation directe. C'est pour ça que la Turquie n'utilise que de l'artillerie. Elle n'utilise pas des moyens aériens, par exemple, pour éviter cette confrontation directe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de franchissement de la frontière. Donc on est sur des frappes d'artillerie qui ne peuvent pas susciter, sinon éventuellement ce qu'on appelle la contre-batterie, mais pas de réaction forte. Donc on reste au bas de l'échelle, au bas de l'escalade, si vous voulez. Et je pense qu'on en restera là. Didier Billon, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Vous pensez qu'on en restera là et qu'il n'y a pas un risque de conflit généralisé ? Il est toujours difficile d'être totalement affirmatif dans cette situation de chaos absolu où c'est la guerre de tous contre tous. Ceci étant, je suis assez d'accord. Je crois que nous sommes dans un moment où il y a une sorte de surenchère. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, il y a maintenant 3 semaines, une lueur d'espoir à Genève, avec la mise en œuvre d'une tentative de négociation. Je suis très prudent. Tout le monde peut constater que cela n'a pas donné les résultats. Mais ce qui est important, c'est la volonté politique d'un certain nombre d'acteurs de remettre le dossier syrien sur le champ diplomatique. Alors, au prix de 1000 difficultés, avec des avancées, des reculs, et tout ça dans un drame humain absolument terrible. Et puis, la semaine dernière, il y a quand même eu la déclaration de Berlin montrant une convergence de points de vue entre la Russie et les États-Unis. C'est très important. Cela ne règle pas la question, mais nous sommes dans cette situation qui, à mon avis, est un moment charnière où chacun des acteurs qui parrainent un certain nombre de groupes, parce qu'il y a des guerres par procuration sur le terrain syrien, essaie de se placer au mieux pour avoir une position de force lors de souhaitables, hypothétiques négociations, et je souhaite qu'elles puissent se réouvrir dans les meilleurs délais. Kenan Lezan, on peut dire que vous êtes finalement d'une certaine manière des alliés de Bachar el-Assad, les Kurdes syriens. Les Kurdes ne sont pas les alliés de Bachar el-Assad, pas du tout. D'abord, les Kurdes sont divisés en 2 groupes. Il y a le Conseil national kurde de Syrie, qui n'est pas impliqué militairement, mais qui est majoritaire dans la population, et qui, pour ne pas être impliqué militairement, n'est pas davantage, par exemple, aidée par la Turquie, comme elle l'aide, la Turquie aide Al-Nosra ou je ne sais plus qui, et pas par les Occidentaux non plus. Donc ils sont hors jeu. Il y a ceux qui se battent, ce sont le YPG, donc la milice kurde locale, et ce sont les gens issus de ce territoire-là, les jeunes filles, les jeunes gens qui veulent défendre leur territoire contre l'État islamique, contre les djihadistes d'Al-Qaïda. Mais ils n'ont pas la force d'aller changer le régime à Damas. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas lutter à Damas qu'on va les mettre parmi les alliés du régime de Damas. C'est une aberration totale. Et pour en revenir au risque de guerre, oui, il y a un risque de guerre. Qui aurait pu penser que le jour où Gavrilo a assassiné l'archiduc autrichienne, qu'il y aurait une guerre mondiale, parce qu'il y a toute une escalade. La Turquie a beaucoup investi dans ce domaine, les Russes ont beaucoup investi, les Russes ont très envie
d'attirer la Turquie dans le conflit syrien et de régler quelques comptes là-bas. Et la Turquie est membre de l'OTAN. Le jeu des alliances peut entraîner un conflit généralisé. Moi, je suis très inquiet parce que les Kurdes sont au cœur de cette région-là, mais je suis très inquiet aussi parce qu'on a affaire à 2 autocrates qui décident à la place de leur pays. D'une part, M. Erdogan, qui n'a laissé aucune institution indépendante dans le pays, qui décide tout pour la Turquie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est son ancien ministre, son ancien vice-premier ministre, M. Bülent Arınç, qui le dit également. Et d'autre part, M. Poutine, dont on a vu les méfaits en Ukraine et ailleurs. Et dans ce combat entre les 2 têtes dures, ce sont les populations qui vont payer. Et il y a un risque, ça serait vraiment très dangereux de ne pas prendre au sérieux ce risque-là parce que les guerres commencent comme ça. Vous êtes d'accord avec ça, Elion Honor? Ce risque existe justement de conflit. On voit quand même vos relations aujourd'hui avec la Russie. On a quand même vu cet avion turc qui avait été, cet avion russe, pardonnez-moi, qui avait été abattu au mois de novembre. On voit le ton qui monte. Oui, enfin ça c'était bon. Après ça se discutait, mais personne ne l'a discuté à part les Russes. Mais bon, enfin de toute façon dans cette affaire, chacun avance ses propres arguments. Le ton monte aujourd'hui entre la Russie et la Turquie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de conflit généralisé, c'est-à-dire que ça peut mal se terminer? Alors, ça commence, on ne peut pas dire déjà que ce soit formidable, mais en tout cas que ce soit un conflit plus ouvert. Alors, je vais commencer par une déclaration qui a été faite, sauf si je fais une erreur, par le ministre anglais des Affaires étrangères, je crois aujourd'hui ou hier, qui a dit que la seule personne qui peut assurer que sur le terrain en Syrie, les choses n'empirent pas et qu'on puisse avoir une évolution positive, c'est M. Poutine. Donc, ça sera à lui de décider comment il poursuit les bombardements des civils, comment il poursuit son aide inconditionnelle du régime syrien. Mais ça ne sera pas à moi de commenter. Pour ce qui est d'un risque, le risque existe indépendamment des mesures que la Turquie a dû prendre, parce que, en fonction des règles d'engagement prédéterminées et communiquées, l'artillerie turque a répondu face à des tirs qui sont arrivés sur le territoire turc, venant des régions sous le contrôle du PYT et aussi sous le contrôle du régime syrien. Donc, l'artillerie turque a réagi de manière très forte en réponse à des tirs. L'artillerie turque continuera sans cesse de réagir à de tels tirs, mais n'aura plus à effectuer de tels tirs s'il n'y a pas des tirs visant le territoire turc, si le PYD ne tente pas de s'approprier des ça, on l'a bien compris, des pans de territoire. Ça, on a bien compris la position de la pas. Turquie. Alors, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'intervention au sol de la part de la Turquie, mais les Saoudiens, eux, ils réfléchissent éventuellement à une intervention au sol. Vous leur auriez ouvert la base du sud de la Turquie d'Incirlik. Tout d'abord, vous nous confirmez que vous leur avez ouvert cette base? Alors, la déclaration, Saoudiens, bien sûr. Mais la base est ouverte. Alors, les Saoudiens font partie de la coalition internationale et la base d'Incirlik est ouverte à tous les pays de cette coalition internationale. Et ils vont aller intervenir au sol? Ils vont intervenir au sol, les Saoudiens? Les Saoudiens peuvent y baser leur avion. Et si vous faites attention à la déclaration que les Saoudiens ont faite par rapport à une intervention au sol, ils ont dit qu'ils étaient prêts à contribuer à une intervention au sol dans le cadre de la coalition, si la coalition le décide. Donc, ce n'est pas une intention d'aller à eux seuls sur le territoire syrien, mais d'annoncer c'est-à-dire que ce soit en coordination si vis-à-vis de la coalition, en coordination. Par exemple, avec les États-Unis, parce que les États-Unis ont, dans les étapes passées de cette crise, fait référence à un besoin d'agir au sol, notamment avec la participation... Mais justement, ils comptaient sur les Kurdes syriens. Ils comptent sur les Kurdes syriens, les Américains. Les Américains voient... C'est ça un peu le problème de l'histoire. Alors, très bien, les Américains... Qui sont vos alliés. C'est ça, en fait, toute l'histoire, si vous voulez. C'est-à-dire que les Américains comptent sur qui? Sur les Kurdes syriens que vous combattez, mais vous êtes vous-même les alliés des Américains. Alors, et ça devient une sorte de capharnaüm. C'est ça qui est dangereux, en fait. Syrien, mais du PYT. Les Américains ont eu la naïveté de compter sur le PYT, mais eux-mêmes... Et les Français aussi, d'ailleurs. Eux-mêmes... Tout le monde est naïf sauf les Turcs. Constate aujourd'hui que le PYT agit plus sous les ordres du régime
et des Russes que selon les conseils des Américains. Un exemple concret. Allez, rapidement, parce qu'il faut qu'on avance aussi. Les Américains ont fait comprendre au PYD qu'ils n'avaient aucun intérêt à franchir l'Euphrate vers l'ouest et à franchir donc la limite vers Azez vers l'est. Oui, mais Lionel, moi, ce que je note, c'est que vos alliés américains et français... Les Américains ont fait comprendre au PYD, mais ont réalisé que le PYD, sous les conseils du régime syrien et de ses alliés, a tenté de prendre un territoire que la Turquie l'en a empêché. Mais moi, ce que je note tout de même, c'est que vos alliés américains et français, ils ont quand même condamné les bombardements de la Turquie. Non, le terme de condamnation n'a pas été utilisé. Si, ils ont condamné. Non, le terme de condamnation n'a pas été utilisé. utilisé. Ils ne sont pas contents. Allez, on va dire pas... Ça, c'est des mots de diplomate. Allez, ça, c'est des mots de diplomate, Non, mais dans la déclaration faite par le Quai d'Orsay, il y a une attente que les attaques visant les civils par les Russes cessent. Et il y a aussi une attente qu'il n'y ait plus besoin de tirs d'artillerie. C'est ce que la Turquie souhaite aussi. Il ne pas tout à fait dit en ces termes-là. Michel Goya, quand même, a un rôle quand même sur les Saoudiens. Les Saoudiens, est-ce qu'on peut imaginer demain les Saoudiens intervenir au sol en Turquie ? Non. Non, pas franchement, non. Les Saoudiens sont présents par l'aide qu'ils fournissent, ainsi que la Turquie, à un certain nombre de groupes qui sont présents dans le nord de la Syrie, notamment de la province d'Idlib, qui est tenue par Al-Nosra, groupe terroriste pour le coup, c'est la filiale locale d'Al-Qaïda. Que les Turcs aident ? Bien sûr. Alors, je pose la question. Une précision. Ah non, il faut que la parole tourne. Le mensonge par rapport à un soutien supposé de la Turquie à Daesh est devenu tellement absurde. Pas à Daesh, là on parle d'Al-Nosra. Ce mensonge est devenu tellement absurde et tout le monde a compris que c'était une contre-vérité. Maintenant, on tente le même mensonge avec Al-Nosra. Je le confirme ici, aucun soutien de la Turquie à aucun groupe terroriste, y compris Al-Nosra. Non, c'est un soutien à l'armée de la conquête, dont une des composantes est Al-Nosra. La Turquie n'a soutenu que les opposants, également soutenus par la France. La Turquie n'a soutenu aucun autre opposant considéré comme terroriste. Michel Goya. Oui, la Turquie et l'Arabie Saoudite soutiennent les mouvements salafistes, les organisations salafistes et les organisations fréristes, frères musulmans. Ils soutiennent massivement ce qu'on appelle l'armée de la conquête, qui est en fait une coalition de groupes qui comprend Ahrar al-Sham, principal groupe salafiste, extrémiste, et Jabhat al-Nosra, qui sont dans le territoire qu'ils contrôlent et jouxte la frontière turque. Donc oui, la Turquie, bien sûr, aide ces organisations. Et l'Arabie Saoudite aide ces organisations. Elle les aide même de plus en plus, au fur et à mesure qu'ils sont justement mis en difficulté par le retour de l'armée syrienne et par l'intervention russe. Didier Billon, quand même un mot sur la Turquie. Je parlais de ce Capharnaüm tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui la Turquie n'est pas extrêmement fragilisée parce que elle a quand même ses alliés américains, français quand même qui lui tapent aujourd'hui sur les doigts. Il y a ces difficultés aussi avec la Russie, quand même le ton qui monte entre les deux pays. Il y a quand même ces réfugiés que la Turquie accueille. C'est quand même 2,5 millions de réfugiés. Est-ce que ce pays n'est pas aujourd'hui fragilisé ? Il y a deux aspects dans votre question. La première est du niveau politique et diplomatique. Et incontestablement, les atouts réels dont jouissait la Turquie il y a 5, 6, 7 ans sont en train d'être malheureusement dilapidés par une politique qui est, à mon avis, contradictoire avec les intérêts nationaux de la Turquie. Je pense que l'acharnement à vouloir faire tomber le régime de Bachar el-Assad révèle une inconsistance politique. Pour ma part, je n'ai aucune sympathie pour le régime de Bachar el-Assad, mais malgré tout ce qu'on nous a expliqué à de maintes reprises, par les autorités turques et françaises à un moment donné, Bachar al-Assad, bien que très affaibli, est toujours présent. Il n'y aura donc pas de solution militaire au chaos général en Syrie. Il faut donc absolument tout faire pour qu'une solution politique se mette en œuvre. Je sais bien qu'en disant cela, c'est un vœu et que c'est plus facile à dire qu'à faire. Le deuxième aspect, pour ce qui concerne la Turquie et les relations avec la Russie, mais ça fait partie de cet ensemble. La tension ne va pas dégénérer probablement, mais c'est l'expression du fait que ce pays a gâché
des atouts, un potentiel, et se retrouve aujourd'hui relativement isolé. Quel manque de perspicacité, alors que la Turquie voulait apparaître non pas comme un modèle d'ailleurs, mais surtout comme une source de référence pour les peuples qui se révoltaient et qui cherchaient difficilement à se frayer une voie pour la démocratie. Aujourd'hui, malheureusement, de mon point de vue, il y a bien peu de peuples dans le monde arabe qui prendraient la Turquie comme modèle ou comme source d'inspiration. Deuxième aspect, mais il est très différent, et de ce point de vue-là, moi je rends hommage aux autorités turques et au peuple turc, 2 500 000 réfugiés, il faut l'admettre. Certains critiquent bien évidemment le fait que ces 2 500 000 réfugiés ne sont pas toujours bien accueillis, mais de ce point de vue-là, je pense que qu'en Europe, on est absolument d'accord. Et il y a une chose qui est tout à fait formidable, je trouve, et il faut le reconnaître, c'est que pendant la campagne électorale du mois d'octobre dernier, qui a été ce qu'elle a été, avec d'autres enjeux, mais là n'est pas le débat, la question des réfugiés n'a pas été un enjeu politique. Ça n'a pas suscité d'éclosion de groupes populistes, etc. Ce qui prouve une certaine maturité de ce point de vue. Alors évidemment, c'est une source de fragilité à la fois économique, 2 500 000 personnes à gérer tant que faire se peut. Et bien sûr, à l'intérieur de ces 2 500 000 réfugiés, il y a probablement ce qu'on appelle des cellules dormantes de l'État islamique qui représentent un danger potentiel, incontestablement. Et finalement, ce pays, la Turquie, on voit quand même que, même si Ali Onanar me dit le contraire, mais c'est vrai que les Américains et les Français, quand même, ont tapé un peu, peut-être pas du poing sur la table, mais en tout cas, n'étaient pas très contents. Exprimer une vive inquiétude. Une vive inquiétude, voilà, pour reprendre le langage diplomatique concernant donc, ces pilonnements de l'armée turque sur le territoire syrien. Et malgré tout, Kendall Ezan, j'ai envie de dire, les Européens, finalement, ils n'ont pas beaucoup de moyens de pression quand même sur les Turcs. Pourquoi ? Parce que la Turquie accueille quand même ces 2,5 millions de réfugiés et que les Européens sont bien contents que ces réfugiés restent sur le territoire turc et n'arrivent pas en Europe. Oui, les Européens. D'ailleurs, c'est la principale carte diplomatique de la Turquie maintenant dans ses relations avec l'Europe. Donc, il y a, si vous ne nous acceptez pas, on ouvre, l'autre jour, le président Erdogan a dit, on va les emmener jusqu'à la frontière dans les bus et puis on va leur dire au revoir, allez-y en Europe. Il avait dit ça d'ailleurs dans le sommet de Bruxelles également. Donc c'est la principale carte, bien sûr. Donc c'est la suite, la conséquence de la politique aventuriste du président Erdogan vis-à-vis de la Syrie qui a engendré ce problème des réfugiés. La population est accueillante, ce sont des musulmans de part et d'autre. Il y a des liens de parenté, donc l'accueil des réfugiés en Turquie. Enfin, on va quand même pas dire que tout est la faute du président Erdogan, la guerre en Syrie. La guerre en Syrie, on va quand même dire que la guerre en Syrie, c'est quand même au départ le problème de Bachar el-Assad, et ça a commencé par une révolution et des groupes armés. Non, ils ont poussé à la militarisation de l'opposition, qui était la Turquie, l'Arabie Saoudite et Al-Qatar, qui ne sont pas des exemples. Des complexes personnels par rapport à notre président, mais vous ne pouvez pas prétendre. Je n'ai aucun complexe, je ne l'en dis pas. Que le président de la République de Turquie serait responsable de l'arrivée de 2 500 000 Syriens en Turquie. Parce que 2 500 000 réfugiés syriens seulement. Nous avons aussi 200 000 Irakiens et au total près de 2,8 millions de réfugiés. Et la Turquie a dépensé de l'argent du contribuable turc jusqu'à aujourd'hui 1,4% de son PIB. Donc si la France, si le contribuable français devait faire le même effort pour les réfugiés, ça correspondrait à presque 30 milliards d'euros de l'argent du contribuable turc, sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Ensuite, personne ici ne peut prétendre que la Turquie sous-entend qu'elle laisserait passer des réfugiés. Les réfugiés qui sont dernièrement passés vers l'Europe, qui ont tenté de passer vers l'Europe, sont essentiellement et très majoritairement les réfugiés qui ont tenté de venir de la Jordanie, du Liban vers la Turquie, parce que les Syriens habitant dans des pays tiers avaient la possibilité de voyager sans visa vers la Turquie, ce qui a été changé. Et donc, dorénavant, les Syriens n'ayant pas cherché refuge en Turquie ne peuvent plus entrer sans visa en Turquie, donc ce qui a limité de manière très importante le flux venant du Liban et de la Jordanie, et donc le flux final qui tentait d'aller vers la Grèce, puis vers l'Union européenne. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat sur cette guerre en Syrie, avec ces espoirs quand même de cesser le feu qui se sont envolés. Merci particulièrement à vous, Ali Onanar, parce que vous acceptez toujours le débat et que vous ne vous dérobez jamais et que vous venez toujours. Merci à tous les quatre. On accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi.
Bonsoir Karim, et on commence avec la peur de l'escalade à la frontière turco-syrienne. Alors c'est vrai que c'est l'essentiel de l'actualité qui est couverte par les médias, notamment français aujourd'hui. On va commencer d'abord par le site de l'Obs. Le site de l'Obs qui utilise les mots que beaucoup de médias utilisaient aujourd'hui, avec cette crainte de voir une escalade et évidemment des populations civiles frappées toujours plus violemment. Sur le site du Monde, on s'arrête un instant sur ces forces kurdes qui sont bombardées par la Turquie, en expliquant qu'évidemment, du côté de la Turquie, on tente de briser l'influence grandissante des Kurdes sur la zone frontalière. Et les paroles de Ahmet Davutoglu ne laissent pas tellement de place à l'ambiguïté. Il évoque notamment cette ville syrienne d'Azaz qui ne tombera pas, selon lui, aux mains des Kurdes. Et puis, du côté de la Croix, on évoque aussi ce face-à-face périlleux entre la Turquie et la Russie, puisqu'on s'invective à distance. Ça fait déjà quelques jours qu'on en parle. On avait évoqué des médias russes particulièrement virulents à l'égard de la Turquie la semaine dernière. Et aujourd'hui, évidemment, les Turcs répondent en accusant les Russes de se comporter comme des terroristes en Syrie, évoquant évidemment ces bombardements russes intenses qui ont causé beaucoup de victimes civiles. Et puis des côtés des médias russes, on n'est pas en reste. Il suffit de jeter un coup d'œil à Courrier International qui s'arrête sur 2 titres de la presse russe, notamment celui-ci, Nezavi Samaya Gazeta, qui explique que Ankara est en train de déclencher une guerre régionale. Cet autre site, celui de la Gazeta.ru, explique que les bombardements turcs en Syrie représentent finalement un atout pour la diplomatie russe. En tout cas, c'est le point de vue d'Alexei Matchenko du centre Carnegie de Moscou qui explique que Moscou a plus d'une fois accusé Ankara d'avoir une influence destructrice sur le processus de paix. Et du côté de la Russie, on considère que Erdogan est en train d'en apporter la preuve. Et puis du côté des médias français, le site du journal communiste L'Humanité explique que Ankara jette de l'huile sur le feu syrien parce que la situation, même en dehors de cette tension grandissante entre la Russie et la Syrie, était déjà catastrophique, notamment au point de vue humanitaire. Et puis cette information tombée dans l'après-midi, relayée ici par le compte Twitter de Guillaume Perrier, un soldat turc égorgé à la frontière syrienne, évidemment, ça va encore attiser la tension dans cette région. On parle de l'affaire Serge Aurier et de cette vidéo qui alimente les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément de cette vidéo de Serge Aurier. Ici c'est le site de Libération ou encore le site du journal L'Équipe qui relaye un petit extrait de cette vidéo qui fait scandale. Ce joueur talentueux du Paris Saint-Germain s'est laissé aller dans une vidéo et a critiqué avec des mots particulièrement virulents son entraîneur, ses coéquipiers. Il traite Laurent Blanc de fiotte, il traite le gardien de but de merguez, c'est-à-dire que c'est un minable, un nul. En tout cas, cette vidéo qui a été publiée, diffusée sur Periscope, suscite des réactions très nombreuses. Pour certains, comme Gilles Verdez, Aurier ne doit tout simplement plus porter le maillot du Paris Saint-Germain. Autre réaction du journaliste Jérôme Gessel qui parle de sabotage pour un joueur qui aura bien du mal à rester. Même les hommes politiques se sont mis à réagir, notamment Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, qui explique que ces images montrent des gamins décérébrés, surgavés d'argent, entourés par des sangsues défoncés et se croient des stars. C'est particulièrement virulent. Il y a tout de même quelques messages un petit peu moins durs à l'égard du joueur du Paris Saint-Germain, celui de Michel Simès. Là, on voit que tout le monde s'exprime puisque c'est un journaliste qui est médecin et qui s'intéresse aux questions de santé, mais qui s'intéresse apparemment aussi au football. Aurier ou comment se griller tout seul, une ascension fulgurante, un joueur fabuleux, un type bien qui va aider les jeunes, c'est désespérant. Merci beaucoup. Merci Karim Yeaoui. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris.